Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce vendredi 4 décembre en Afrique du Nord. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika est en déplacement officiel. La raison, une visite médicale en France. Selon un communiqué officiel qui a été rendu public hier, le président algérien est à Grenoble, à la fois pour une visite privée, mais aussi, je cite, pour une courte visite, afin d'effectuer des contrôles médicaux périodiques. Fin de citation. Ce type de communiqué sur la santé du chef de l'État algérien est très inhabituel. On se souvient que l'année dernière, Alger avait déclaré que le président était dans son pays, alors même qu'il était déjà hospitalisé dans une clinique à Grenoble. Et en 2013, ce n'est que plusieurs jours après son hospitalisation d'urgence au Val-de-Grâce, en région parisienne, que les autorités algériennes avaient finalement communiqué sur son AVC. Depuis cet accident cardiovasculaire en 2013, le chef de l'État garde des séquelles. On l'a notamment vu très affaibli en fauteuil roulant. C'était lors de la cérémonie de l'anniversaire du début de la guerre d'indépendance algérienne, le 1er novembre dernier. Le géant africain des télécoms, MTN, voit son amende allégée. Rappel des faits, en octobre dernier, le Nigeria avait condamné ce groupe sud-africain à verser 5 milliards 200 millions de dollars parce qu'il n'avait pas déconnecté avant une date limite tous ses abonnés qui disposaient de cartes SIM non enregistrées. La mesure visait d'ailleurs aussi tous les opérateurs de télécommunications au Nigeria dans un souci de prévention d'activités criminelles. Hier, jeudi, la commission nigériane des communications a annoncé une réduction de 1/3 de l'amende infligée à MTN. La sanction financière maintenant de 3 milliards 400 millions de dollars devra être payée avant la fin de cette année 2015. Si l'on ne connaît pas encore les raisons de cet allègement de l'amende, force est de constater que lundi dernier, en tout cas, le directeur général de la filiale nigériane MTN a déposé sa démission. Le prince britannique Harry termine sa tournée en Afrique australe. Après le Lesotho, il y a quelques jours, le prince achevait hier sa visite en Afrique du Sud. Pour l'occasion, Harry de Galles a rencontré des jeunes entrepreneurs à Johannesburg. C'était au cours d'une visite dans une exposition. Un peu plus tard dans la journée, c'est dans un township de Soweto que s'est rendu le prince Harry. Là-bas, il a rencontré des adolescents dans le lycée de Siyabonga. Le prince a écouté et partagé avec ces jeunes dans leur salle de classe avant de repartir pour d'autres visites, elles plus officielles. Je vous propose d'écouter cette jeune femme responsable du projet Mène-moi au succès pour les jeunes lycéens. Elle a apprécié évidemment l'initiative prise par le prince de Galles. Venir ici et voir une personne de la famille royale prendre place sur nos sièges ou sur un pouf et jouer avec les enfants, parler avec eux, leur donner des conseils, même s'ils ont des âges différents, mais juste de les écouter, ça a beaucoup de valeur et je crois que ça a changé la vie de beaucoup de gens d'une façon ou d'une autre. Et je vous lisais, après les entrepreneurs et les lycéens sud-africains, le prince Harry a rendu sa dernière visite à des figures officielles du pays. Il y avait notamment le président sud-africain Jacob Zuma, mais aussi la veuve de Nelson Mandela, Graça Machel. Je vous propose d'écouter cette réaction du prince de Galles après ces rencontres. Je ne pouvais pas imaginer une meilleure fin pour mon voyage en Afrique du Sud que cette rencontre ce soir pour se rappeler de Madiba alors que le 2e anniversaire de sa mort approche. Je sais qu'il manque à une génération, à un pays et encore plus à sa famille. Cependant, il ne sera jamais oublié. Je voudrais finir en remerciant tous les Sud-Africains que j'ai rencontrés ces derniers jours pour leur incroyable hospitalité et leur accueil chaleureux. J'ai hâte de revenir vous voir lors d'un prochain voyage dans ce beau pays. En Afrique de l'Est, le service militaire à durée indéterminée est censé ne plus avoir cours en Érythrée. Et pourtant, selon Amnesty International, la pratique perdure illégalement. Le rapport de l'organisation non gouvernementale inquiète particulièrement parce que ce service militaire illimité crée, selon elle, une génération de réfugiés qui ne devraient pas être considérés comme des migrants économiques. Les détails avec cette spécialiste de la question.
Le service national en Érythrée est obligatoire pour tous les adultes et il est censé durer 18 mois. Mais dans la pratique, depuis de nombreuses années, il a été prolongé indéfiniment dans une très forte proportion des cas. Alors les gens peuvent être coincés pendant 10, 15, même 20 ans enrôlés dans le service national. Avec un très bas salaire, d'ailleurs, tous les gens que nous avons interviewés ont dit qu'il était impossible de survivre économiquement. Ils obtiennent très peu de congés, plusieurs membres de la famille peuvent être enrôlés en même temps, donc mari et épouse, parents et enfants ne se voient pas pendant de très longues périodes. Le nombre de pays où les Érythréens ont demandé un droit d'asile ont essayé de suggérer qu'il y a eu une amélioration de la situation et des pratiques pour le service national et que ces personnes sont des migrants économiques, qu'ils sont à la recherche d'emploi et de possibilités d'éducation. Donc cela est erroné, sinon hypocrite, et c'est mal comprendre que le fait que les Érythréens sont à la recherche de débouchés à l'étranger parce qu'ils ne peuvent pas y accéder chez eux, parce qu'ils sont piégés dans un système de travail forcé. L'armée en question également à l'international avec cette décision historique prise par les États-Unis. Vous ne le saviez peut-être pas, mais non, toutes les fonctions au sein de l'armée américaine n'étaient pas accessibles aux femmes. L'inégalité est désormais réparée. Le Pentagone a annoncé hier l'ouverture aux femmes de tous ces postes de combat sans exception, y compris les plus exigeants comme ceux par exemple dans les unités d'élite. Selon le secrétaire américain à la défense, eh bien, les femmes américaines pourront désormais par exemple conduire des chars, tirer au mortier, être membres de forces spéciales comme les bérets verts ou encore les Navy Seals. Elles pourront également mener des soldats d'infanterie au combat. La décision va à l'encontre d'une demande du prestigieux corps des Marines qui, elle, préférait réserver certains postes aux hommes. Dans l'armée américaine, on compte environ 15% de femmes dans les effectifs. Depuis 2013 déjà, l'administration du président Barack Obama avait annoncé sa volonté d'ouvrir tous les postes de combat aux femmes. Le Pentagone, qui avait reçu un délai pour décider d'éventuelles exceptions, a donc opté pour l'ouverture totale. Écoutez. Aujourd'hui, j'annonce ma décision d'arrêter de faire des exceptions. Ça veut dire d'ouvrir aux femmes tous les postes restants sans exception. Elles pourront conduire des chars, donner des ordres ou mener des soldats d'infanterie au combat. Elles pourront être membres des forces spéciales comme les bérets verts ou les Navy Seals dans l'infanterie du Marine Corps, les parajumpers de l'Air Force et tous les autres postes qui étaient traditionnellement ouvert seulement aux hommes. Et nous restons aux États-Unis avec la suite de l'enquête sur la fusillade de San Bernardino en Californie qui a fait mercredi dernier 14 morts. 12 engins explosifs artisanaux ont depuis été retrouvés dans le domicile du couple qui a commis ce qui est qualifié aujourd'hui de la pire tuerie aux États-Unis depuis 3 ans. Autre trouvaille, 3 autres engins explosifs artisanaux également et actionnables à distance ont été retrouvés, eux, dans le bâtiment qui était visé par les tueurs. Des engins qui, heureusement, n'ont finalement pas explosé. Par ailleurs, la police a depuis dévoilé l'identité des 14 victimes de la tuerie de San Bernardino. Elles sont âgées de 26 à 60 ans et elles ont été abattues par l'un de leurs collègues. Il s'agit de Syed Farouk ainsi que sa femme Tashfin Malik. La plupart des victimes étaient originaires de petites villes de Californie. Aujourd'hui, après ces meurtres, les musulmans américains craignent pour une vague d'hostilité après la tuerie. Pour certains, Syed Farouk était un homme timide et réservé. C'est ce que disent les gens devant la mosquée de San Bernardino où M. Farouk venait prier pendant sa pause déjeuner. Les fidèles parlent avec beaucoup d'incrédulité. Écoutez-les. Je l'ai rencontré il y a 2 ans. À l'époque, il disait qu'il allait se marier dans les mois à venir. Ensuite, il est allé en Arabie Saoudite. Il s'est marié. Je crois qu'elle était du Pakistan. Elle est venue en Arabie Saoudite et ils se sont mariés à la Mecque, sur le site sacré. Et ensuite, ils sont revenus ici ensemble. Nous voulons exprimer nos condoléances aux victimes, à ceux qui ont perdu la vie, et nous sommes en deuil, nous aussi. Je suis un citoyen de San Bernardino, je suis né et j'ai grandi ici, à San Bernardino, donc ça me touche droit au cœur, parce que c'est ma ville, et de voir ça chez moi, c'est inacceptable. Je ne suis pas comme eux, je ne suis pas comme les tireurs.
Je déteste leur mentalité et tout ce qu'ils représentent, ces terroristes, leur radicalité, leur idéologie. Je combats le stéréotype par le stéréotype. Je leur ressemble, mais dans mes actions, dans ma manière d'être, je n'ai rien à voir avec eux. C'est cela mon but. Direction la France à présent pour découvrir ces familles qui font l'expérience du zéro déchet. André déclare qu'avec un bidon de lessive faite maison, elle arrive à tenir 3 mois. Elle fait partie des 101 foyers qui ont réussi à relever ce défi du zéro déchet lancé depuis 1 an par la municipalité d'une ville du Nord, Roubaix. Regardez. Si on lui avait dit il y a 1 an qu'elle réduirait ses déchets de plus de moitié, André n'y aurait pas cru. Aujourd'hui, quand elle prépare sa salade, les épluchures vont directement au compost qui servira d'engrais naturel pour son potager. Dans ses placards, exit les emballages. D'un coup d'œil, elle sait ce qui lui manque. Un nouveau mode de vie qui a même permis à cette famille modeste de faire des économies. Parce qu'avant, je dépensais 500 € par mois de nourriture, produits d'entretien, tout compris dedans, mais je dis par mois, je finissais pas le mois. J'en avais que pour 3 semaines. La dernière semaine, je ne savais pas comment j'allais faire pour acheter à manger. Donc c'était compliqué, très dur. Qu'aujourd'hui, maintenant, je dépense 250 € par mois, donc je fais mes 4 semaines. Depuis le début de l'année, André participe au projet Zéro déchet lancé par la ville de Roubaix. Ancienne ouvrière textile, aujourd'hui au chômage, elle a suivi plusieurs ateliers et fabrique elle-même sa lessive. Dans sa penderie, il n'y a plus que le strict nécessaire. 100 autres familles se sont portées volontaires. L'objectif, réduire de manière significative la part de déchets non recyclés. Aujourd'hui, le bilan est plutôt positif. Au bout de 1 an, on a en fait une réduction de plus de 40% de la production de déchets résiduels pour 70% des familles et même plus de 80% de la production de déchets résiduels pour 25% des familles. Au final, la moyenne de production de déchets résiduels des familles zéro déchet, elle est de 58 kg par an et par habitant, là où la moyenne roubaisienne est à 243. Petit à petit, certaines écoles et commerces de Roubaix s'y mettent aussi. Dans le restaurant de Charlotte, le mot d'ordre, c'est la chasse au gaspillage. Quand le pain sèche un peu, je le coupe en petits morceaux, j'y mets du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive, ça devient mes croûtons, que je mets sur mes soupes, dans mes salades, donc ça fait un crouton top qualité. Et s'il est vraiment vieux, je le mets dans des sacs en papier, je le donne à une amie qui a des chevaux. Son nouvelle famille devrait participer au projet l'an prochain. Mais pour André, tout n'est pas encore parfait. Elle attend désespérément l'ouverture d'un magasin de vente de produits en vrac à Roubaix pour encore réduire sa consommation d'emballage. Retour en Afrique pour terminer ce flash information avec un mot de santé. Au Cameroun, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, qui a eu lieu, on vous le rappelle, mardi 1er décembre, joue les prolongations. Le lendemain, mercredi, au lycée bilingue de Yaoundé, les jeunes ont célébré à leur façon cette journée. Une occasion pour eux de sensibiliser leurs camarades autour d'activités éducatives et ludiques autour de cette pandémie. Reportage de Steve Gabangena et de Fabrice Mvama. Zéro nouvelle infection, zéro discrimination, zéro décès lié au VIH-Sida. Tel est le thème choisi par l'ONU-SIDA depuis 2011, avec pour slogan « Vers une génération sans sida ». C'est dans cet ordre d'idées que les élèves du lycée bilingue de Yaoundé ont tenu à sensibiliser leurs camarades sur la nécessité de lutter contre cette maladie qui ne cesse de faire des ravages. Nous avons trouvé mieux d'organiser des séances de sensibilisation comme celle-ci, sur 3 ateliers, entre autres Miss Masters et tout ça, danse, chant. Il y a aussi une partie sensibilisation, proprement dit, avec un expert qui s'est plus approfondi les modes de transmission et comment éviter le sida. Depuis plusieurs années, la communication autour de la maladie s'intensifie et dans les écoles, l'on sait désormais les attitudes à adopter. Le conseil que je peux prodiguer aux jeunes, c'est l'abstinence. Dans le cas concret, il faudrait utiliser certaines méthodes telles que le préservatif, parce que le préservatif a été créé pour ça et c'est pour ça que les synergies luttent en donnant toujours les préservatifs aux jeunes qui ne peuvent pas s'abstenir. Un jeune homme qui est déjà atteint du sida, il ne doit pas se cacher ni fuir son entourage. Au contraire, il doit toujours rester là, suivre un bon traitement médical et continuer ses activités comme il a tout d'abord commencé. Parce que le sida n'est pas une fatalité, mais plutôt une maladie comme les autres. Une prise de conscience de la part de ces jeunes qui a entraîné au fil des années la diminution du taux d'infection sur le pays. Je peux dire en gros qu'il y a une évolution notable dans le traitement de cette maladie, dans cette prise en charge.
Parce que les autorités compétentes, les autorités qui prennent en charge cette pandémie, s'y mettent de fonds de tout pour pouvoir subvenir aux besoins sanitaires des populations qui souffrent de VIH-Sida. Seulement, le VIH-Sida continue de tuer au Cameroun. La région centre du pays est l'une des plus touchées. Le taux de prévalence de l'épidémie y est de 6,1%, plus élevé que la moyenne nationale, 4,3%. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du vendredi 4 décembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez un très bon week-end. À lundi.